Premier ravitaillement par voie terrestre de la ville de Djibo ce mardi 21 mars. Un convoi d'au moins 74 camions de vivres qui constitue un ouf de soulagement pour les populations de cette localité longtemps confrontées à une situation sécuritaire et humanitaire difficile. Retour sur ce premier ravitaillement par la route dans ce 20h. Dans ce 20h, nous serons également avec les avocats de l'ancien ministre des Transports Vincent Dabilgou. Face à la presse cet après-midi, les avocats dénoncent des persécutions dont leurs clients seraient victimes. Ils soutiennent également que le procès est tout sauf la lutte contre la corruption. Vous les entendrez dans quelques instants. Ce 22 mars, le monde célèbre la journée de l'eau. 30 ans après l'introduction de cette journée, plusieurs localités du Burkina restent confrontées au manque d'eau. Dans le quartier Yamtenga de Ouagadougou, les bonnes fontaines se font rares en plus de la pression faible du liquide précieux. On fait le constat au cours de ce journal. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Longtemps confrontée à une situation sécuritaire difficile, la ville de Djibo a été ravitaillée ce 21 mars 2023 par voie terrestre, une première depuis novembre 2022. Les derniers ravitaillements de la part de l'armée burkinabé et de plusieurs ONG se faisaient jusqu'ici par voie aérienne. Retour dans ce journal sur le contexte humanitaire de Djibo et le ravitaillement par voie terrestre de la ville avec Serge Kabouri dans cet élément. Confrontée à une situation humanitaire dégradante du fait d'un blocus depuis mars 2022, elle a fait l'objet de plusieurs interpellations et même des sorties médiatiques de plusieurs organisations de la société civile. Située dans la province du Soum, région du Sahel, la ville de Djibo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était difficilement accessible par voie terrestre. On se souvient qu'en septembre 2022, un convoi de ravitaillement escorté par le 14e régiment interarmes à destination de Djibo avait été la cible d'une attaque terroriste près de la localité de Gaskindé. Malgré le ravitaillement par voie aérienne de la part des forces armées nationales de 70 tonnes de vivres en début octobre et de plusieurs autres ravitaillements de la part d'organisations non gouvernementales, les réserves de nourriture s'amenuisaient au fur et à mesure pour la population de Djibo, estimée à plus de 200 000 habitants. Situé à moins de 50 km de Djibo, le ravitaillement de la ville de Bourzanga par voie terrestre, à travers une escorte militaire de près de 300 camions, avait sonné comme un vent d'espoir au niveau des habitants de Djibo. Ce convoi en provenance de Kongoussi avait évolué difficilement sur un tronçon de 45 km environ, défiant les engins explosifs improvisés et les tentatives d'embuscade sur la route. Près de 2 semaines après, l'histoire se répète encore et cette fois-ci pour la ville de Djibo qui a été ravitaillée ce mardi 21 mars 2023 par voie terrestre avec l'acheminement d'une centaine de camions escortés par l'armée burkinabé. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit des foules en liesse sorties applaudir la colonne de camions remorques remplis de vivres pour Djibo. Cette fois-ci encore, selon plusieurs sources, les forces de défense et de sécurité ont déminé plusieurs engins explosifs improvisés et neutralisé des ennemis dans la progression pour la ville de Djibo. Affaire Vincent Dabilgou à présent, les avocats de l'ancien ministre des Transports ont animé une conférence de presse cet après-midi. Objectif, expliquer les raisons de leur déportation du dossier de leurs clients après que le juge ait décidé de joindre l'exception au fond. Les avocats disent déceler 3 violations graves dans l'exécution du métier d'avocat. Ils parlent également de persécution de leurs clients. On en sait davantage avec Maxime Jean-Urbambara. Après s'être déportés du dossier de leurs clients, le juge ayant décidé de joindre l'exception au fond, les avocats de l'ancien ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière s'expliquent. Pour le collège des 5 avocats, 3 raisons principales expliquent leur décision. La première est relative à la violation de l'exercice de la profession d'avocat, selon Maître Ambroise Farama. À l'ouverture de ce procès, qu'est-ce que nous constatons? Lorsque le ministre Vincent Dabilgou était en état de garde à vue, les échanges qu'il a eus avec ses avocats ont été tracés, ont fait l'objet d'un rapport et versés au dossier.
Alors, cela nous indigne fortement. Et ça, il faut le dire. Parce que pour nous, il n'y a même pas que nous, les avocats de la défense seulement, qui auraient dû nous indigner. Tous les avocats du Burkina Faso devraient s'indigner. Si aujourd'hui, on doit permettre au parquet d'écouter les communications d'un avocat et de les utiliser dans le cadre d'une procédure, c'est que la profession d'avocat est en danger. Par ailleurs, la défense de l'ancien ministre accusé de détournement de deniers publics estime que le tribunal de grande instance de Ouagadougou est incompétent pour juger ce dossier. Les avocats dénoncent donc une détention arbitraire du ministre d'Abilgou, le procureur l'ayant privé de la liberté, alors qu'il n'a pas l'habilitation constitutionnelle pour le faire, selon Maître Ambroise Farama. La Constitution garantit des droits aux ministres, tout comme aux députés. La Constitution dit que lorsque vous avez commis des infractions dans le cadre de l'exercice de votre profession de ministre, ce n'est pas que vous n'êtes pas justiciable, vous êtes justiciable. Seulement, ces procédures relèvent de la haute cour de justice. Donc le procureur, lorsqu'il a reçu les dénonciations de certains faits, il avait l'obligation de saisir son supérieur, lequel allait saisir le procureur général de la Cour de cassation, qui lui allait saisir maintenant la haute cour de justice. Ici, il se trouve que la théorie de l'acte détachable a tout simplement été mal convoquée et elle a mal voyagé pour mal atterrir. Pour la petite histoire, la théorie de l'acte détachable est née de la jurisprudence française du Conseil d'État dans sa décision du 4 août 1905 de l'arrêt Georges Martin. Il s'agit des contrats administratifs et l'intéressé avait à la fois la qualité de contribuable et de conseiller. La troisième raison est relative au non-respect de l'article 16 de la loi 017 sur la haute cour de justice. Pour Maître Christophe Birba, il y a eu vice de procédure dans la mise en accusation de l'ancien ministre des Transports. L'article 16 de la loi 17-2015 CNT sur la haute cour de justice prévoit que les poursuites contre un membre du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions de ministre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de ministre doivent être précédées d'une mise en accusation à l'Assemblée nationale. La procédure de mise en accusation, tout comme la procédure de levée d'immunité, l'immunité parlementaire cela s'entend, constitue une garantie procédurale cardinale pour le prévenu. Mais M. Dabilgou est écroué à la Mako en dehors de toute procédure de mise en accusation, alors même que l'acte de poursuite indique sans embâche qu'il lui est reproché sa gestion de l'argent du ministère des Transports. En fait, si ça ne tenait qu'au ministre d'Abilgou, Vincent lui seul, il est même prêt à être jugé devant le tribunal de grande instance, même s'il sait que le tribunal de grande instance n'est pas compétent, parce qu'il veut prouver son innocence. Mais nous qui sommes ces avocats, nous qui sommes chargés de veiller au respect des règles de droit, est-ce que nous pouvons accepter de le conduire dans ces circonstances-là? Alors que la reprise du procès est prévue pour le lundi 27 mars prochain, les avocats de l'ancien ministre, par ailleurs président du NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, disent rester sur leur position, celle de se dessaisir du dossier en attendant d'avoir de meilleures garanties sur les violations relevées. La défense rassure tout de même que le ministre d'Abilgou va très bien. Ce 22 mars 2023 est célébré partout dans le monde la journée mondiale de l'eau. Selon l'ONU, l'un des objectifs de cette journée est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6 qui est eau propre et assainissement pour tous d'ici à 2030. Au Burkina Faso, le taux d'accès national à l'eau est de 76,03% à la date du 31 décembre 2022. Ce taux est encourageant mais cache des inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain selon la directrice des études de l'information sur l'eau, Christine Ouedraogo. Elle explique aussi que cette journée est l'occasion pour les acteurs du milieu de se pencher sur les problématiques liées à l'accès à l'eau au Burkina Faso. C'est un reportage d'Amadou Bourema commenté par Mamidriana Kamabou. Cette journée est célébrée pour sensibiliser le public sur l'importance de l'eau. Cette année, elle est commémorée sur le thème « Accélérer le changement par le petit geste ».
Cette journée, selon Christine Ouetraogo, directrice des études et de l'information sur l'eau, est l'occasion pour les acteurs et les professionnels du secteur d'échanger sur les problématiques liées à l'eau. Au niveau du Burkina, il y a un phénomène nouveau qui s'est ajouté, et l'insécurité avec ses corollaires de déplacés internes. Comment réussir à satisfaire au maximum les besoins de ces déplacés internes et comment réussir à améliorer véritablement le niveau de service, promouvoir la protection de cette ressource-là face aux menaces de divers ordres, surtout ordre anthropique. Vous savez qu'avec l'accroissement de la population aussi, il y a de nouveaux besoins induits. Au Burkina Faso, le taux d'accès national à l'eau potable est de 76,3% à la date du 31 décembre 2022. Bien que ce taux soit encourageant, il cache par contre des inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain. Selon Christine Ouetraogo, l'alimentation en eau potable de la population dépend des eaux souterraines. Pour ce qui est des eaux souterraines, il faut dire que notre pays est couvert par deux grands ensembles. La zone sédimentaire qui couvre la partie ouest de notre pays, à peu près 20%, et tout le reste du pays, c'est la zone de socle où les potentialités hydrogéologiques sont assez faibles. L'un des défis majeurs pour les services en charge de l'eau est la maîtrise parfaite des ressources en eau, surtout souterraines. Cependant, Christine Ouetraogo a laissé entendre que plusieurs études sont en cours pour une plus grande connaissance de ces ressources. L'objectif est vraiment très clair, c'est d'arriver à satisfaire les besoins de tous les Burkinabés, c'est-à-dire arriver à avoir un taux d'accès à l'eau potable à 100%, quel que soit le milieu, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Nous avons plusieurs projets qui sont déjà en cours. Voilà, nous avons des programmes de réalisation de fourrage, des programmes de réalisation d'adduction d'eau potable simplifiée dans presque toutes les localités. En rappel, la journée mondiale de l'eau est célébrée le 22 mars de chaque année, et ce depuis 1993. Selon les données de l'UNICEF et de l'OMS, une personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à de l'eau salubre. En attendant la réalisation des projets et programmes pour pallier l'insuffisance d'eau dans les localités du Burkina, dont a fait cas la directrice de l'information sur l'eau dans le reportage que vous venez de suivre, la capitale Ouagadougou ne fait pas l'exception. Plusieurs quartiers sont confrontés aux problèmes d'eau. Notre reporter Fatima Tanikima a fait un tour dans le quartier Yamtenga à la rencontre des femmes à la recherche d'eau. Dans ce quartier, non seulement il n'y a pas suffisamment de bonnes fontaines, mais les habitants sont également confrontés à une baisse de pression de l'eau, ce qui provoque de longues files d'attente. Regardons ensemble le reportage. Accélérer le changement par les petits gestes pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. C'est le thème de la célébration de ce 30e anniversaire de la Journée mondiale de l'eau. Ce changement, les habitants du quartier Yamtenga l'attendent toujours. Zone Noloti, située dans le secteur 46 de la ville de Ouagadougou, les populations ont difficilement accès à l'eau potable, faute de branchement au NEA. Ici, les femmes sont obligées de se ruer sur les bonnes fontaines, certaines pour se ravitailler, d'autres pour ravitailler certaines familles moyennant de l'argent. À l'ONEA, nous avons appris que nous ne pouvons pas avoir de branchement dans notre zone, mais on ne nous dit pas pourquoi. Nous aimerions savoir. Ici, de 6h à 12h, il y a de l'eau, mais à partir du soir, il n'y a plus d'eau. Donc, il est souvent difficile pour nous de satisfaire nos clients. Certains pensent que nous ne voulons pas les servir, pourtant ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a des périodes dans la journée où nous n'avons vraiment pas d'eau. Quand on va aussi demander des branchements à l'ONEA, c'est compliqué. Souvent, le processus peut prendre plus d'une année. Pourtant, il y a des gens qui y vont et qui obtiennent gain de cause le plus rapidement possible. Nous ne savons pas s'ils trient les gens ou pas.
Et c'est le même constat au niveau des différentes bornes fontaines que nous avons visitées. Femmes et enfants de cette zone non lotie, avec leurs barriques, bravent le soleil et les dangers liés à la traversée de la voie publique, à la recherche du liquide précieux. À cela s'ajoutent les longues heures d'attente dans les files, a laissé entendre Pascaline Tiendrebego. C'est vrai que du matin jusqu'à la mi-journée, il y a de l'eau, mais après 15 heures, la pression de l'eau baisse. La gérante reste souvent ici jusqu'à 18h, 19h ou 20h. Tout ça parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Sinon, venir chercher de l'eau de 6h à 18h, ce n'est pas facile. S'il y avait de l'eau, nous allions pouvoir puiser et vendre tranquillement et rentrer chez nous avec ce qu'on aura gagné. Notons que ce 22 mars 2023 s'est également ouvert à New York la conférence des Nations Unies sur l'eau qui va s'étaler jusqu'au 24 mars. Une rencontre internationale qui se tient à mi-parcours de la décennie internationale d'action, l'eau et le développement durable 2018-2028. Elle ambitionne attirer l'attention mondiale sur les défis liés à l'eau, car le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement reste la première cause de mortalité dans le monde. Rappelons que plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à cette eau potable. Dans un tout autre registre à présent, lancé le 20 février dernier, l'opération de contrôle de présence du service fait des éléments de rémunération des agents publics de l'État se poursuit. Depuis le 20 mars, ce sont les agents du ministère de l'Éducation nationale qui se font enregistrer. L'opération dans ce ministère qui compte le plus grand nombre de fonctionnaires n'est pas sans difficulté. Le problème de connexion ne favorise pas le déroulement de l'opération et les agents sont obligés d'abandonner le service pour faire la queue dans l'espoir de se faire enregistrer. Constat maintenant avec Abdoul Rahim sur place. Assis à même le sol, ici dans les locaux de la direction des ressources humaines du ministère en charge de l'éducation, ces agents attendent de se faire enregistrer dans le cadre de l'opération de contrôle de présence du service fait et des éléments de rémunération des agents publics de l'État. Les couloirs du service grouillent de monde, difficile de mettre l'ordre dans les files d'attente. Il est 12 heures. Mobilisés depuis le matin, ces fonctionnaires n'attendent qu'une seule chose, le rétablissement de la connexion indispensable au processus d'enrôlement. Mais l'attente devient de plus en plus insupportable pour Manassé Kinda, qui ne va pourtant pas abandonner. Depuis avant-hier, je ne fais que tourner dans les centres d'enrôlement, voilà, pour me faire enrôler. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu gain de cause. Voilà. J'étais là aujourd'hui, 22 mars, j'étais là depuis 4h40 et il est 11h50. Je suis 20e sur la liste. On n'a même pas encore fini avec les 3 premiers. On est là, on va attendre jusqu'à la fermeture. Pour cette opération, les agents sont obligés de déserter les services, chose qui met mal à l'aise l'instituteur Bian Topan, qui dénonce également les conditions d'attente. Vraiment, ça fait 2 jours comme ça. Moi, je viens très tôt à la DRH pour avoir au moins pouvoir s'enrôler et repartir au service. On n'arrive pas à le faire. On arrive et il y a beaucoup de monde. Ceux qui sont sur en tête de liste même n'arrivent pas à passer. Voilà. Il y a des bousculades. Depuis le matin, nous sommes notés dans des bousculades seulement. Il n'y a même pas un banc pour s'asseoir, même attendre ton rang. Les gens sont assis à terre. C'est une difficulté. Sur le site du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dès notre arrivée, la connexion est rétablie. Amidou Salia, après 3 heures d'attente, réussit à se faire enrôler. Maintenant, je suis satisfait. Je me suis fait enrôler. Ma fiche a été conforme à ce qui avait été quand même recommandé. Et je pense que c'est un processus tout à fait normal qui va permettre de savoir que tous les agents sont effectivement à leur poste et qu'ils méritent vraiment tous les salaires et les indemnités auxquels ils ont droit. La seule suggestion majeure que moi j'ai, c'est de voir quand même au niveau de la connexion. Parce que vous voyez, si nous devons abandonner les services et puis venir attendre pendant près de 3 heures pour se faire enrôler, parce qu'il y a un problème de réseau, ça crée en fait d'autres désagréments. En plus de la question de la connexion, Modi Sidibé estime que le service n'est pas bien organisé comme il se doit. Il propose que l'administration s'adapte aux aléas de la connexion. Depuis hier, nous sommes dehors, on ne travaille plus. Nous ne savons pas jusqu'à quand.
les bureaux seront vides. Voilà, parce qu'on est obligé de venir et puis attendre, on ne sait pas. L'enrôlement, bon, pour la plupart, ils ne dépassent pas 17 heures, ils ferment et puis ils s'en vont. Bon, on comprend aussi parce qu'ils disent souvent qu'ils sont fatigués. C'est en ce moment pourtant que le réseau est fluide et qu'on peut prendre le maximum de personnes. Voilà, je ne sais pas si ça peut être une piste aussi pour permettre d'être plus efficace. Rappelons que l'opération de contrôle de présence du service fait et des éléments de rémunération des agents publics de l'État a été lancée le 20 février 2023. Son objectif est d'assainir le fichier de paie des agents publics de l'État. Elle est prévue prendre fin le 20 mai prochain. Avec les difficultés sur le terrain, les agents souhaitent une meilleure organisation et une prorogation de la date. Nous poursuivons ce journal avec le ministre des Infrastructures et sa délégation après la visite vendredi dernier des routes numéro 7 et 8 dans le Houé et les Hauts-Bassins. Adama Luc Sorgho a visité d'autres chantiers tels que les travaux d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso, le poste de péage moderne de Côte-Tédougou et les carrières de Koro. Le ministre des Infrastructures avait à ses côtés le ministre du Commerce. Rejoignons Joseph Koudouga à Bobo-Dioulasso pour le point de ses visites. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement sur le chantier d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso. Accompagné de son collègue en charge des transports, Luc Adama Sorgho est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Pour le port sec, les travaux sont presque à terme, explique le ministre des Infrastructures. Au niveau du port sec, si vous avez pu constater ce matin, là-bas aussi les travaux sont pratiquement achevés et vous constaterez que c'est vraiment des travaux très bien exécutés. Notamment, on a vu que c'est une chaussée vraiment rigide qui est mise là-bas en béton armé. Ça veut dire qu'avec les poids lourds et tout ce qu'on connaît comme charge souvent, on ne doit pas connaître de dégradation. Après le port sec, le ministre Sorgho s'est rendu au poste de péage du village Côte-Tédougou qui accuse un retard. Il a échangé avec les techniciens. Le taux d'exécution est estimé autour de 70%. Sur les 3 sites, c'est celui qui est légèrement en retard parce qu'on a eu un problème pour l'arrivée de la charpente. Alors que quand la charpente n'est pas montée, il y a certains travaux qui sont sous la charpente qu'on ne peut pas faire. Donc ça, c'était à cause des problèmes du Covid, etc. Parce que les charpentes sont fabriquées en Turquie et il fallait les convoyer ici. Et malheureusement, comme je dis, tant que la charpente n'est pas montée, il y a beaucoup de travaux qu'on ne peut pas faire. Par exemple, sous la charpente, il y a les cabines qu'on va construire. À Ouaga, vous avez pu constater, là-bas on a des plateformes de 13 voies, c'est-à-dire 6 voies dans chaque sens. Les 6 voies dans chaque sens, il y a 3 voies pour les poids lourds, 3 voies pour les véhicules légers. Et par contre, ici, c'est 9 voies. Donc c'est 4 voies dans chaque sens, 2 voies pour les poids lourds, 2 voies pour les véhicules légers. C'est des trucs automatiques, parce que les péages actuels là, sont des péages manuels. Le cap est ensuite mis sur la carrière de sable de Borodougou, une carrière qui constitue une menace pour la route nationale numéro 1 si rien n'est fait. Et le ministre de rassurer que des dispositions sont prises pour pallier ce problème. La carrière de sable, effectivement, je vous ai dit que ça pose un problème pour notre route si on laisse avancer ces dégradations-là. C'est pourquoi on a demandé à la direction des études effectivement de faire une étude pour nous dire à peu près ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts. Mais déjà, de par ce qu'on a vu, on peut déjà disposer des tapis de moins longs. Il va empêcher au moins de tout le long, avec une largeur au moins de 3 mètres pour éviter que les gens continuent à intervenir dans ce sens. Cette série de visites a pris fin avec la visite du boulevard de l'Insurrection et la cérémonie officielle de mise en circulation de l'avenue Chalon en Champagne. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne zappez pas. Juste après ce journal, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, True TV vous propose un film sur le centre des métiers de l'eau, en abrégé ce mot, de l'ONEA. Bonne suite de programme à notre compagnie. Bonsoir.